Anne pour la disponibilité, malgré autant d'occupations que tout le monde a. Et nous sommes ici, nous connaissons tous quelles sont les difficultés pour pouvoir sacrifier quelques heures. Et ça prouve à suffisance que nous accordons un intérêt vraiment énorme pour notre continent, pour son avenir et tout ça. Donc, nous avons évidemment connu un retard, nous le constatons tous. C'est vraiment indépendamment de notre volonté, mais il s'est fait que nous arrivons chacun à son tour. Donc on ne pouvait que attendre quand même que le nombre puisse augmenter un peu pour pouvoir avoir quand même un débat qui soit aussi riche par rapport aux interventions de beaucoup de personnes, bien qu'on soit à 3, à 4. Donc, ceci dit, nous avons le programme de la journée ou de notre conférence. Donc, nous avons prévu, comme nous connaissons notre thème, quel profil d'homme ou de femme faut-il pour développer l'Afrique. Ça, c'est notre thème général. On devrait commencer en principe à 17h30 pour que nous puissions, nous, dans le cadre de Constant Bercail, faire un petit résumé ou une brève présentation pour pouvoir dire qu'est-ce que Constant Bercail. Heureusement que nous avons pu préparer ces petits documents que nous avons élaborés rapidement. Il y a juste quelques trucs à barrer. Donc il y a la troisième ligne qui est, je devrais mettre bientôt un projet de culture. Mais bon, je l'ai fait vraiment en dernière minute, c'était avec mon ami Thérèse. Et puis il y a aux objectifs, le premier objectif, il y a par l'Occident, c'est-à-dire là où nous définissons l'Afrique. Donc j'ai dit manipulation occidentale par l'Occident, donc c'est juste qu'on va par l'Occident. Voilà. Donc, ceci dit, nous n'allons plus faire la présentation de Antoine Soubaré. Ah ben voilà, donc heureusement il a découvert avec nous. Donc là, nous n'allons plus considérer ces points de présentation parce que c'est déjà préparé. Nous avons une deuxième présentation qui sera aussi brève, mais j'ai vu aussi que M. Da Silva, c'est lui le responsable, c'est lui le fondateur, c'est lui l'initiateur, les concepteurs. Et je tiens à signaler que c'est grâce à lui que nous avons occupé cette salle. Parce que Constant Bercail, d'autant plus qu'il n'est pas reconnu en Belgique, donc nous n'avons pas le droit, nous, de venir chercher une salle ici, parce qu'il faut qu'on soit une association qui est reconnue. Donc c'est M. Da Silva qui a réservé cette salle pour nous, il l'a payé, et donc c'est Casa de Angola. Et c'est Casa d'Angola qui va aussi nous offrir tout ce qu'on va voir pendant notre séance. Donc, merci beaucoup. C'est M. Da Silva que j'invite directement à dire un mot par rapport à son association qui est Casa de Angola. Dans juste vraiment très peu de temps parce qu'on va vraiment commencer. Rapide. En tout cas, l'idée de Casa d'Angola, c'est la maison angolaise, c'est-à-dire nous avons la maison congolaise et nous avons la maison angolaise. L'idée, c'est justement de promouvoir la culture angolaise, la littérature. On est tout simplement, on est au début, donc on n'a pas encore avancé avec les projets, mais nous sommes en train de chercher un endroit où on peut installer tous les services. Donc, comme j'ai dit, on a Casa Congo et Casa d'Angola qui vont travailler ensemble. Donc, l'objectif, comme vous le voyez, nous avons la vocation de promouvoir et développer le développement socio-culturel qui est aussi
de Pensons Bercail, donc philosophique, politique et l'intégration des migrants angolais dans la société belge, favoriser le développement d'une citoyenneté active et responsable. Donc c'est ça, donc nous sommes pour la communauté et nous voulons travailler pour la communauté, faire des suivis et surtout comme ça. Voilà. Bref. Je tiens juste à informer que dernièrement nous avons été reçus à l'Union européenne, à la Commission de l'Afrique. C'était sur l'invitation des responsables de l'Union européenne qui avaient invité Casa de Angola pour pouvoir parler un peu. Voilà, donc c'est bien dit. Donc, ceci étant, nous allons directement passer au grand thème de la journée. Mais je souhaiterais, si vous le permettez, que nous puissions observer 1 minute de silence parce que nous avons constaté ces derniers temps, il y a plein de morts. Il y a des guerres partout en Afrique. Nos frères et sœurs meurent chaque jour. Il y a nos frères africains qui essayent de sortir de notre continent pour venir nous rejoindre et qui meurent en cours de route ou dans la mer. Nous avons vu dernièrement au Congo où il y a le gouvernement qui a enterré des gens dans une fosse commune. Nous avons aussi constaté qu'au Burundi, il n'y a pas longtemps, à cause de manœuvres politiques des responsables, ils ont aussi tué les gens. Donc c'est chaque jour que nos frères meurent. Si vous permettez, on peut observer 1 minute de silence pour pouvoir rendre hommage à ces victimes. Voilà, merci beaucoup. Donc, maintenant, sans plus tarder, nous allons attaquer notre grand programme qui est la conférence proprement dite, dont le thème général est quel profil d'hommes ou de femmes faut-il pour développer l'Afrique. Nous avons essayé de subdiviser ces grands thèmes à plusieurs sous-thèmes, dont le premier sous-thème concerne la souveraineté, la politique des bons voisinages et l'identité nationale en Afrique. C'est un thème qui sera exposé par M. Sikou, M. Pierre Gatib qui est là devant nous. On va procéder de cette manière. L'intervenant va exposer pendant quelques minutes. Directement, nous allons débattre le sous-thème qui est exposé. Et puis après, nous allons passer à un autre sous-thème. Comme ça, on aura plus ou moins une idée générale pour chaque sous-thème. Le deuxième sous-thème concerne la politique préalable à incarner par l'acteur du développement. Tous ces sous-thèmes sera exposé et développé par M. Claude Zola. Quand j'avais envoyé les programmes, j'avais mis José, bon c'est moi par mes gars, je suis désolé parce que j'ai... Et puis il y a le troisième sous-thème, normalement qui devrait être exposé par M. Moulumba, la connaissance des agrégats macroéconomiques par l'acteur de développement, qui est un point très très important
Malheureusement, la personne qui devrait exposer est empêchée. Mais je crois que dans chaque sous-thème, ces éléments interviendront. Donc, nous essayerons de voir comment on peut récupérer au cas où on tombe dans une situation où il faut vraiment exploiter ces éléments. Il y a le quatrième sous-thème pour aujourd'hui, sera le troisième, la globalisation, le développement local et la bonne gouvernance. Ce sous-thème sera exposé par M. Félix, notre frère, qui est là. Après, on devrait en principe toucher aussi au sous-thème concernant l'acte constitutionnel et la jeunesse africaine, parce que si nous constatons tout le problème qu'il y a actuellement en Afrique, c'est vraiment par rapport à l'acte constitutionnel. On veut toucher la Constitution, on veut modifier, parce qu'il faut un troisième mandat, parce qu'il ne faut pas. Et la jeunesse est touchée par rapport à cette histoire, et c'est un point qui est très sensible. On va voir par rapport à l'évolution du débat, si on pourra aussi y toucher. Et le dernier sous-thème qui concerne les valeurs psychomorales d'un bon dirigeant, ça, c'est un thème que chacun de nous va essayer de dire un mot, c'est-à-dire pour chacun de nous, quelles sont les valeurs psychomorales qu'un bon dirigeant doit avoir. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a, on dirait, une certaine insensibilité par rapport à ceux qui manipulent encore la machine politique ou nos pays, à ceux qui dirigent nos pays. Quoique des problèmes, quoique les gens meurent, parfois c'est comme si on ne ressent pas la même chose. Donc il y a un certain nombre de valeurs que nous n'avons pas parfois. Mais il n'y a pas que ça. C'est un point qui est aussi vaste que ça dépend de tout un chacun comment il va l'aborder. Donc je souhaiterais que pour chaque intervention, l'intervenant prendra ma place pour pouvoir lancer le sous-thème. Et ce n'est pas l'intervenant qui vient avec des réponses, mais nous discutons, nous débattons tous ensemble parce que c'est aussi important. Directement, je vais demander à M. Pierre Gassikou, qui est le premier intervenant, de pouvoir passer et nous donner tout ce qu'il a préparé pour son thème. Assez important, c'est celui qui a trait à la souveraineté et celui qui a trait au bon voisinage. Un pays est composé à tout instant d'individus qui tissent des relations leur permettant d'atteindre leurs objectifs respectifs. Le contexte dans lequel ces individus tissent ces relations leur préexiste. Ils ne le choisissent pas, ils le trouvent. Ils peuvent le modifier et eux-mêmes sont modifiés par les produits issus de ces commerces. Insérés dans ce contexte, les individus forment ce qu'on nomme une formation socio-économique. Toute formation socio-économique est constituée de différentes formes de coopération permettant à ses membres de produire les biens nécessaires à leur existence. Parmi ces différentes formes de coopération, une dominante, déterminante, en ce sens que l'évolution de cette société dépend du rapport de force entre les couches de la population impliquées dans ce réel. La dominance d'un mode de production n'est pas une question arithmétique. Elle ne signifie aucunement que la majorité de la population y participe. Il s'agit
poids économique et politique qu'ont les différentes couches de ce mode de production dans la vie. Dès lors, chaque fois que se pose un problème, chaque fois qu'une société traverse une crise, il est important de se poser la question de la configuration de sa formation socio-économique. Il est vrai que la tâche est titanesque, mais au moins cette analyse nous dispense des approches du style « les Congolais pensent ceci, les Africains pensent que ». Il me semble qu'il faut qu'on sorte de ces abstractions si on veut poser d'une manière quelque peu sérieuse les questions de débat ce soir. J'en viens à la souveraineté. Poser la question de la souveraineté en appelle une autre. De quelle souveraineté parle-t-on? Qui ont intérêt à cette souveraineté? Qui peuvent la réaliser? Il me semble évident que la question de la souveraineté, pour des pays soumis au pillage du capital international, revient à mettre fin à ce pillage. Faire en sorte que les richesses du sol et du sous-sol profitent en priorité aux travailleurs, aux fonctionnaires, aux paysans, bref, aux populations. Que les politiques culturelles, socio-économiques soient élaborées avec une réelle participation à tous les niveaux de ces populations. Les docteurs en X, Y ou Z ont, dans leur majorité, prouvé leur inanité et leur dangerosité. L'échec du continent est principalement le fait de leur soumission aux intérêts du capital. Ils sont des agents du sous-développement et rien de plus. La sortie du sous-développement se fera contre eux, pas avec eux, et encore moins sous leur direction. La souveraineté passe par la rupture des chaînes qui enserrent le continent dans les différentes structures de captation de ces richesses. Elles, structures, ont pour nom Fonds monétaire international et Banque mondiale. Comme le faisait si bien remarquer Pierre Mendès France en 1957, devant l'Assemblée nationale française, je cite, « L'abdication d'une démocratie peut prendre deux formes, soit le recours à une dictature interne par la remise de tous les pouvoirs à un homme providentiel, soit la délégation de ce pouvoir à une autorité extérieure, laquelle, au nom de la technique, exercera en réalité la puissance politique, car au nom d'une saine économie, on en vient aisément à dicter une politique monétaire, budgétaire, sociale, finalement une politique, au sens le plus large du mot, national et international. Comme je l'ai dit, il parlait en 1957 de l'Europe et de son projet de construction du marché commun. Dans la plupart des pays de notre continent, les deux formes de délégation de pouvoir sont présentes. On peut même affirmer que la première est un présupposé de la seconde. La question de la souveraineté peut se réduire à celle-ci. Quelles sont les classes et couches sociales de nos pays qui ont à gagner d'une remise en cause radicale des relations de soumission au dictat du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale? Quelle dynamique encourager pour atteindre cet objectif? Quelle structure construire pour rassembler les différentes énergies convergeant vers une restauration de la fierté si longtemps bafouée par les différentes compromissions de l'élite africaine? Voilà les quelques questions auxquelles je vous invite à un essai de réponse. J'en viens au bon voisinage. Les différents échos qui parviennent de l'Afrique font régulièrement état de difficiles rapports de bon voisinage entre différents États. Les expulsions d'Africains d'autres pays africains sont devenues une banalité, et celles-ci ont lieu avec la plus grande brutalité, entraînant souvent des morts. Les plus récentes ont touché les Congolais de la RDC vivant au Congo-Brazza et les ressortissants d'autres pays africains en Afrique du Sud. Ces expulsions traduisent l'impasse dans laquelle notre continent s'est enfermé. Elles témoignent de l'incapacité du néolibéralisme à résoudre la question des migrations où qu'elles se posent, c'est-à-dire partout. Les guerres dites civiles traduisent bien souvent les ingérences des multinationales dans les politiques africaines, sans oublier les interventions directes. On peut citer l'exemple de la Libye, où les troupes américaines et françaises ont été débarquées Kadhafi pour lequel je n'ai aucune sympathie. Mais il y a une différence entre
le soulèvement des populations dans des pays déterminés qui se débarrassent de leurs propres dictateurs et l'intervention de l'impérialisme, soi-disant pour le prétexte d'y apporter la démocratie, débarque quelqu'un dont certaines visées économiques, certaines façons de voir le développement du continent dérangeaient beaucoup les multinationales. Et à ce sujet, je vous invite à regarder un document sur le net, Les dessous de la guerre du Sahara, qui éclaire sur les intérêts économiques ayant présidé à cette croisade. Le cas de la RDC montre jusqu'où peut aller le capital dans la défense de ses intérêts. Les affrontements qui ont lieu à l'est du pays ont pour soubassement l'extraction des richesses minières que renferme le sous-sol de la région. La guerre civile fomentée par Elf au Congo-Brazzaville, sans oublier la Côte d'Ivoire, sont quelques exemples des multiples interventions du capital international sur le continent. Le bon voisinage passe par la solidarité telle que définie par Albert Jacquard, à savoir l'affirmation de la nécessité de mettre en place des rapports entre individus préservant la dignité de chacun. Remplacer individu par État et vous avez la solution. Il est évident qu'il s'agit d'un long processus. La question est de savoir si on est prêt à s'y engager. Le bon voisinage entre pays africains passe par l'affirmation des souverainetés des différents peuples, car seuls des peuples souverains sont capables de développer des politiques de dignité pour tous. Seuls des peuples souverains peuvent empêcher que le continent ne persiste à jouer le rôle de dépotoir des multinationales gratuitement. Seuls des peuples dignes sont capables d'offrir à d'autres un accueil digne. Seuls des peuples dignes sont capables d'offrir à d'autres une hospitalité humaine. Cela n'est possible que dans un contexte non précarisé. Et celui-ci est difficilement constructible dans une société de lutte de tous contre tous. Un système qui promeut l'égoïsme comme valeur fondamentale ne peut solutionner les problèmes qui touchent la survie de l'humanité. Car c'est bien de survie qu'il s'agit au vu de l'impact sur la nature des politiques des multinationales. On peut signaler le réchauffement de la planète, réchauffement dont l'une des incidences est en Afrique l'avancée des déserts. Nous devons renouer avec la démarche des pères des indépendances, eux qui se battaient pour le panafricanisme, mais repensés et enrichis par les déboires d'un demi-siècle de néocolonialisme. Ils voulaient un continent que chaque habitant pouvait traverser d'un bout à l'autre en se sentant chez lui dans chaque pays visité ou choisi comme nouveau demeure. Il est évident que ce panafricanisme-là ne peut se construire que par des peuples souverains, de peuples qui refusent de prendre d'autres peuples comme modèle, mais maîtrisent l'histoire de l'humanité afin de s'en inspirer pour atteindre les objectifs d'élévation pour tous. Je vous remercie. Merci. Voilà, donc nous avons tous suivi l'exposé, très intéressant. Chacun de nous a tiré ce qu'il a pu. Mais moi, je voulais poser une question au départ, parce que c'est vraiment, on a parlé de ça l'année passée, dans la conférence, cette histoire de panafricanisme. Est-il possible que l'on parle de l'unité africaine, c'est-à-dire cette cohabitation qui semble aujourd'hui compliquée, parce que l'Africain aujourd'hui sent que c'est l'autre voisin, l'autre Africain qui vient chez moi, qui fait que moi je souffre, ou qui vient s'accaparer de ma richesse, ou qui vient diriger chez moi. Est-ce qu'on peut parler, comment on peut voir cette possibilité de l'unité entre les Africains? Voilà un peu ma préoccupation. Il y a d'autres questions qui vont dans le même sens et j'y réponds. Ce n'est pas une question, c'est juste une intervention dans ce sens. C'est que moi je trouve que parler d'unité entre les Africains deviendra compliqué. Moi je prends l'exemple de ma région, les Grands Lacs.
comment voulez-vous qu'un Congolais et un Rwandais puissent travailler à l'unité alors qu'ils se sont fait des guerres et qu'il y a eu des morts de des côtés. Le problème, je pense, commence déjà à partir du moment où il y a des conflits qu'on n'arrive pas à régler de façon civilisée entre guillemets et que les conséquences restent pendant des années. Alors je pense bien qu'aujourd'hui les Congolais ne pensent pas bien des Rwandais et ça durera des années parce que les conséquences sont là. Quand vous avez des membres de votre famille qui ont été exterminés par les Rwandais, je ne pense pas que c'est pour demain que ces choses-là vont changer parce que les conséquences sont encore là de génération en génération. Donc, l'un des problèmes commence par ces guerres-là entre les Africains. Et puis, je me suis toujours posé la question, si nous, les Africains, nous pensons que nous habitons le même continent, que nous avons presque les mêmes problèmes, sauf quelques pays, l'Afrique du Sud, quelques pays de l'Afrique, mais globalement, les problèmes sont les mêmes. Donc, ça devrait être déjà une partie de la solution si nous étions unis pour résoudre ces problèmes-là. Mais la réalité et l'histoire nous montrent que ça n'a jamais été le cas. Et je suppose que ça va continuer parce que les intérêts de ceux qui sont au pouvoir ne sont pas les intérêts des peuples. C'est là pour le bas blessé. Donc à partir de ce moment-là où vous avez à la tête des États africains des gens qui se comportent comme des CEO des multinationales, qui ne gèrent que leurs intérêts, là il y a un problème dans cette unité-là. Quelque part, il y a aussi un problème d'identité. Par exemple, si nous voyons quelqu'un qui dirige un pays dont en fait il n'est pas, je veux dire, il n'a pas la nationalité, il n'a pas ses racines dans ces pays, comment il peut gérer, il peut bien gérer un conflit entre ce pays qu'il dirige et son propre pays? Parce qu'en fait, il y a cette histoire-là, c'est clair. On sait qu'il y a des présidents de pays qui n'ont pas la nationalité, qui ne sont pas d'origine des pays qu'ils dirigent. Mais des dirigeants comme ça peuvent vraiment faciliter la résolution des conflits entre les États. Ça, c'est... Voilà, allez-y, monsieur. Moi, je pense que... Dans le même sens, et je réponds Oui, Tierno, oui. Ou bien je vous laisse répondre après. Non, moi je crois qu'il est posé. Je crois qu'il y a un petit danger dans la question. Un, le fait d'avoir la nationalité d'un pays n'est pas une garantie pour faire du bon travail pour la population de ce pays. Oui, nous avons connu pendant 37 ans Mobutu, qui était pur congolais et qui a fait du mauvais travail pendant 37 ans. Si le Congo s'est tapé, excusez le terme, Laurent Désiré, c'est en grande partie à cause de l'obstination de Mobutu à empêcher que les résolutions de la conférence nationale souveraine n'aboutissent. Si, parce que quand je prends ce qui s'est passé à un moment donné en Zambie, où des combattants des indépendances se voient par la suite refuser de pouvoir poser une nouvelle candidature à la présidence sous le prétexte qu'ils n'avaient pas les deux parents zambiens, ça pose un problème. Parce que lui, quand il s'est battu pour l'indépendance, il ne s'est jamais posé la question de savoir si ses deux parents étaient des Zambiens ou des Zambiens. Il s'est battu pour que le pays soit libéré. Donc, je crois qu'il faut manipuler ça avec beaucoup de précautions. Parce que ça ouvre des voies à l'ivoirité, on l'a vu pour le cas de la Côte d'Ivoire, ça ouvre des voies à la congolité, on l'a vu avec Jean-Pierre Bemba, dont tout le monde sait où il est maintenant. Donc, pour moi, le fait d'avoir une nationalité n'est pas une garantie pour faire du bon travail pour la population de ce pays. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, il y a effectivement une falsification de l'histoire de notre pays.
pas seulement de l'histoire de notre pays, mais de l'histoire du continent africain. Je pense qu'une chose est de se dire, pour le cas du particulier du Congo, notamment pour la problématique de ce qu'on nomme le Banyamulenge, une chose est de dire, à partir d'un moment donné, le Congo accepte et octroie la nationalité à des gens qui sont là depuis un certain nombre d'années. Hein, c'est constitutionnellement, beaucoup de pays le font. Une chose est de le dire, une autre est de dire, ils ont toujours vécu là. Il y a un livre très intéressant du Che, hein, donc, Che Guevara. Che Guevara est resté au Congo pendant 7 mois, dans le Mali. Et il est intéressant parce que c'est justement cette région de Fizi-Baraka, cette région où normalement les Banyamulenge devaient être originaires. Et dans l'expérience du Che, il distingue clairement les combattants rwandais des autres. Et donc les résidents rwandais qu'en 1960, le Che va côtoyer, ils avaient comme objectif de se battre, de retourner libérer leur propre pays. Donc je pense que nous devons faire très attention avec les libertés que beaucoup en prennent par rapport aux faits historiques. La même chose pour, par exemple, Alassane Ouattara. Alassane Ouattara a travaillé comme fonctionnaire du Fonds monétaire international. Quand il était fonctionnaire du FMI, il était burkinabé. Il était burkinabé. Et je pense qu'il faut pas commencer à manipuler l'histoire aux fins d'objectifs déterminés qu'on veut atteindre. Parce que là, on se rend un mauvais service à tous. Là, j'en viens à ce qui a été dit sur les difficultés éventuelles entre les populations congolaises et les populations rwandaises à l'est du pays. Nous devons faire une différence entre les peuples, le pouvoir que ces peuples subissent. Il y a une différence nette à faire entre le pouvoir de Kagame, la population rwandaise, le pouvoir congolais, la population congolaise. Je crois que les populations, il n'y a qu'à voir quand, par exemple, maintenant, il y a le conflit qui a lieu au Burundi. Où est-ce que les Burundais se réfugient? Ils se réfugient au Congo. Ils sont là. Alors qu'il y a des milices qui viennent tuer des gens au Congo. Et donc, je crois qu'il y a ce que je pourrais qualifier d'hospitalité naturelle, je mets les guillemets, même de gros, une hospitalité entre les populations. La plupart des temps, les populations accueillent assez facilement les gens en détresse. Mais ce sont la plupart des temps, et quand vous regardez même les génocides qui a eu lieu en 1994 au Rwanda, on sait que les gens, le discours génocidaire est parti des villes vers les campagnes. Il y avait une cohabitation dans les campagnes entre Hutus et Tutsis. Bien que c'est des catégories aussi à interroger, hein, puisque tout le monde sait, si on remonte dans l'histoire du Rwanda et du Burundi d'ailleurs, vous avez dans un pays comme le Congo, un Mukongo, un Lugala, hein, je mets de nouveau les guillemets, puisque ces différentes catégorisations sont manipulées toujours avec prudence. Donc, le missionnaire a catégorisé, pour le cas du Rwanda,
les Hutus, les Tutsis, il en a fait des ethnies, et à un moment donné, il en a fait même des races. Alors que si on parle de la définition qu'on donne communément d'une tribu, vous allez vous retrouver devant une impasse. Au Rwanda, tous les Hutus parlent la même langue. Tous les Hutus ont la même culture. Tous les Hutus vivent, partagent le même territoire. Alors, où est la validité de la définition qu'on utilise pour caractériser le Hutu et le Tutsi comme étant des ethnies? Ça pose problème, hein? Ça pose un sérieux problème très sérieux. Voilà. Oui, ben on va faire ceci. Puisque on a d'autres sous-thèmes, je crois que c'est lui qui a un mot à dire, il est dit. Et M. Dansikou va dire un mot à la fin pour qu'on termine ces sous-thèmes et on va passer à un autre sous-thème. Donc on donne la parole à M. Dansikou qui va montrer au cas où. Je vais poser la question suivante. Sachant que... Si on peut se présenter, ça serait une bonne chose. Pedro, d'abord je remercie votre exposé. Je vous remercie pour votre exposé. Pedro de quel pays? Angola. Ok, voilà. Bon, ma question est la suivante. Sachant que en Afrique, il y a une multitude d'idéologies politiques, est-ce qu'il est encore possible la politique de bon voisinage entre les différents pays? Ça c'est au niveau politique. Maintenant au niveau social, toujours avec le bon voisinage, tant que l'Afrique est constituée de plusieurs ethnies, des populations avec plusieurs ethnies, est-ce que le bon voisinage au niveau social est aussi possible? Puisque je suis déjà ici en Europe il y a quelques années, parfois, certains voisins dans un même immeuble, parfois ne se connaissent pas. Ouais. Ou se connaissent uniquement par bonjour, bonsoir. C'est ça mon question. Une autre observation. La conférence, le thème de la conférence, quel profil d'homme ou de femme faut-il pour développer l'Afrique? Mais je constate qu'il n'y a qu'une seule Votre seul. Heureusement qu'elle est là déjà, donc c'est bien. Bienvenue. Heureusement qu'elle est là déjà, c'est bien. Voilà. Une autre personne? Oui, monsieur. Moi, c'est Serge Moula, de la République démocratique du Congo. Ouais. Alors, moi, j'ai plutôt une observation pour répondre un peu ce qu'a dit mon voisin tout à l'heure. Par rapport. Félix. Voilà. Toujours par rapport à cette politique de bon voisinage. Moi, je sais que, bon, au niveau de l'Union, je me dis, bon, en Union africaine, qui est quand même déjà une organisation, un organisme assez connu au niveau de l'Afrique, je pense qu'il devrait traiter de ce genre de problème. Mais n'empêche, nous qui sommes ici dans la diaspora, je pense que nous avons aussi ces devoirs. Et moi, j'encourage ce genre d'initiative, justement. Et je me demande s'il y a déjà, où ça s'est fait, je ne sais pas, moi je découvre, parce que j'ai suivi c'est justement suite à votre passage à la radio que j'ai noté ces rendez-vous. Et donc je me demande s'il y a ce genre de plateforme où les Africains entre eux échangent par de leurs intérêts. Parce que je me dis, quand on regarde ces continents, nous avons beaucoup à gagner si nous travaillons ensemble. Je sais qu'au niveau de l'Europe, ça c'est par rapport à l'expérience que j'ai des amis aussi européens, ils ont ce genre de club comme ça, de réflexion, où ils travaillent ensemble pour voir un peu comment évoluer, comment collaborer entre États. Au niveau de nous qui représentons cette diaspora africaine ici, est-ce qu'il y a, ça existe ce genre de plateforme où les gens échangent, partagent des idées pour voir ce qu'ils ont ensemble à gagner? Justement, c'est l'idée. C'est vraiment l'idée pour que nous puissions essayer un peu de voir tous ensemble. C'est que, je ne sais pas dit, ou M. Félix d'ailleurs,
Le problème que nous avons, par exemple, au Congo, ils sont presque le même que ce qu'il y a au Congo-Brazza, presque le même que ce qu'il y a en Angola. Seulement, ce sont peut-être des initiatives. Là, on a essayé, l'année passée, on avait déjà une conférence, oui, il y a pratiquement, il va faire 1 an, parce qu'on a fait une fois. Et là, maintenant, on fait encore. Mais j'ai suivi encore une autre conférence qui était en France, où les Africains étaient... Donc, il y a encore... Oui, oui, il y a quand même des organisations, mais ce qu'on doit faire, il faudrait, parce qu'on cherche la même chose, on veut atteindre le même objectif. Le jour où on saura tous ensemble voir qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir carrément un regroupement tout le temps pour qu'il n'y ait pas plusieurs... Quoique on peut avoir une réunion ou une conférence en Belgique, avec ceux qui habitent Belgique, mais même une fois, si on peut avoir cette possibilité, ce serait intéressant. On va essayer d'entrer en contact avec toutes les organisations. Si on peut répertorier ce qui fait. C'est possible, on va essayer. Qui travaillent dans le même sens et voir dans quelle mesure on peut. Oui, c'est très important. C'est très important. Donc, ça serait l'occasion éventuellement d'envoyer des invitations lorsqu'il y a des réunions comme ça, en disant si tout le monde peut venir, on a des représentants. Voilà, et comme ça permet déjà de tisser des liens importants avec des possibilités d'action, de pourquoi pas, comme on dit l'Unité africaine, des gens de mémorandum pour dire voilà, nous, voilà, on vit peut-être tel endroit, nous conseillons, nous proposons par rapport à telle situation, telles évolutions éventuelles. Il n'y a que probablement nous, parce qu'en Afrique, voir nos frères et sœurs se retrouver, déjà se déplacer pour aller, c'est tout un problème, pour avoir des moments comme ça. Nous, on a la possibilité de quitter ce pays, de voyager, de nous déplacer peut-être facilement, avec tous les moyens qu'on a. L'idée, c'est déjà qu'on a des salles même occupées aller jusqu'à 300, 400 personnes en bas. Donc, des réflexions sans qu'il y ait forcément une dimension de type politique, parce que c'est ça qui nous paralyse, en disant avec des intérêts derrière, de projets, mais de dire vraiment, voilà, la situation est tellement grave, depuis des années nous vivons toujours les mêmes choses, est-ce que des gens peuvent commencer, des gens libres, peuvent commencer à réfléchir, à se poser, quelle est votre expérience, quelle est votre expertise, quel est votre rapport éventuel, ça serait vraiment intéressant. Nous prenons tous ensemble, nous allons prendre des contacts et s'il y a des informations, mais on va tout le temps lancer. Voilà, merci déjà pour l'idée. Il y a encore quelqu'un, je reste, vous voulez dire? Moi ce n'est pas une question, je veux tout simplement assaisonner ce que le professeur a dit par rapport aussi à notre frère Félix qui a parlé un peu de l'opposition. Quand on parle de la politique du voisinage, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, si nous n'oublions pas le passé et que nous ramenons le passé au présent, nous n'allons rien changer. Imaginez-vous, en Europe, la bataille de Waterloo. Vous en suivez tous. Il y a eu des guerres, des morts, les gens se sont tués. Mais ces mêmes pays qui étaient entrés en conflit à l'époque, ils se sont réconciliés. Ils ont mis la politique en marche, ils travaillent ensemble pour que le peuple qu'ils gouvernent puisse trouver son pain. Mais pourquoi pas nous, les Africains? Si nous pensons aux activités que moi je suis rwandais, je suis congolais, on ne s'entend pas. C'est le passé. Mais remontons les regards vers en avant. Où nous allons? Nous voulons toujours régresser ou nous voulons progresser. Cette politique de voisinage est très capitale tout en développant d'abord l'unité des Africains entre eux. Parce que les problèmes de Congo, Brazzaville, Congo-Kinshasa, Gabon, Cameroun, ainsi de suite, c'est le même problème principal. Il n'y a que des particularités un petit peu minimes qui dépendent des ethnies. Mais d'abord, il faut comprendre l'intérêt capital pour la population tout entière. Si déjà nous gagnons un gain pour la population tout entière, c'est qu'on va résoudre les problèmes d'une population particulière. C'est probable. On devrait développer cette vision que nous puissions aller plus loin encore, de consolider les relations entre nous et les Africains. Parce que si nous avons des relations solides entre nous, les Africains, même si les Occidentaux viennent nous manipuler, mais je pense
pour céder, il faut d'abord réfléchir, est-ce que si je sais qui est en défaveur, c'est moi ou c'est l'autre côté? Voilà, quelque chose que je peux ajouter pour cette pénalité. Je précise que Girens, c'est aussi congolais. Moi, je crois par rapport à ce que notre frère vient de dire, moi, je vois autre chose parce que la plupart des problèmes que nous avons en Afrique, c'est problèmes politiques. Alors, quand on parle de problèmes politiques, on voit déjà quel régime vigueur dans nos pays. C'est-à-dire, entre nous, on peut se comprendre. Le peuple, normalement, peut se réconcilier facilement. Mais le problème n'est pas là. Mais le problème, c'est ceux qui gouvernent nos pays. Les conflits commencent par là, qui viennent diviser le peuple. Alors, quel moyen ou quelle voie on peut prendre pour convaincre d'abord les gouvernements africains de commencer à se réconcilier? Parce que ce n'est pas les peuples, entre nous, on peut se comprendre facilement. Mais ceux qui dirigent nos pays, est-ce qu'ils ont cette entente? Est-ce qu'ils s'entendent bien? Moi, je crois que c'est vraiment la réponse se trouve à l'intervention de M. Serge, qui a dit que c'est ces genres de sujets, par exemple, que l'Organisation de l'Unité africaine devrait commencer à voir. Parce qu'il faut traiter un peu le social, il faut traiter un peu les rapports entre les populations. Donc, je crois que c'est vraiment un point très important que l'OIA doit commencer d'abord à voir, avant de chercher d'autres problèmes qu'il ne parviendra pas à résoudre. Parce qu'il y a des mains tellement énormes qui font que l'OIA n'a pas le pouvoir d'intervenir. Mais est-ce que la diaspora ne peut pas proposer... L'OIA, c'est fini. L'unité africaine, en fait. Moi, je parle de la diaspora. Moi, je parle de la diaspora. Est-ce que la diaspora ne peut pas trouver des mécanismes de sorte que nous puissions pas imposer, mais proposer à nos gouvernements, aux dirigeants africains, s'ils peuvent nous comprendre ou nous écouter. Voilà. Donc on va conclure quand même ces sujets, à moins qu'il y ait une autre personne, mais en tout cas c'est vraiment, on n'a plus que 5 minutes pour ces sous-thèmes. Pour savoir est-ce qu'il sera possible que nous puissions avoir accès à votre exposé. Oui, je vais bien le laisser tel quel ou le retravailler, c'est pas grave. Non mais en fait, on va l'envoyer par mail. Tous les intervenants enverront leurs exposés et nous allons forwarder. Monsieur Nancy. Au risque de décevoir beaucoup d'entre vous, une des difficultés que rencontre le continent réside dans le fait, comme je l'ai dit, dans le fait de la multiplicité d'intérêts des gens. Quand vous avez des fonctionnaires d'organismes internationaux qui perçoivent des salaires faramineux et donc qui ont intérêt à ce que les fonctions qui s'occupent dans ces organismes perdurent, que leur situation matérielle arrogante, pour ne pas dire cynique, perdure, ces gens-là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez danser sur votre tête, vous n'arriverez pas à les convaincre que ces organismes-là qui maintiennent nos pays dans le marasme que nous connaissons doivent, d'une manière ou d'une autre, déguerpir le continent. Vous avez suivi, comme moi, ce qui s'est passé en Centrafrique avec ces voyous de l'armée française qui ont abusé d'enfants, de gamins de 9 ans. Le fonctionnaire de l'ONU qui a rendu public le rapport en question a été sanctionné. Donc vous imaginez quelqu'un qui rend public des abus sexuels qui ont lieu contre des enfants de 9 ans, c'est lui qu'on suspend. Mais quelle crédibilité peut-on accorder à des organismes comme l'ONU
qui finalement couvrent des pédophiles, alors que normalement, ça devait être ces organismes qui devaient poursuivre. Ça pose problème. Ils ont fait la même chose au Congo. Ils ont fait la même chose. Absolument. Et j'en viens à la question qui a été posée sur la multiplicité d'idéologies politiques. On peut prendre les choses comme on veut, en présence d'intérêts antagoniques, en présence de différentes couches de la population n'ayant pas les mêmes intérêts, un choix doit pouvoir se faire à un moment ou à un autre. On doit pouvoir se dire, si vous regardez, quand j'ai parlé tout à l'heure de la formation socio-économique avec les différentes façons, les différents rapports que les gens tissent entre eux pour produire leur richesse, etc., et que au sein de cette formation socio-économique, il y en a une qui domine, il y a un qui domine, pardon, je vais peut-être montrer à contrario pourquoi est-ce que nos sociétés, c'est des sociétés capitalistes et que sous-développées. La crise que connaît le système capitaliste a des incidences sur nos sociétés terribles. Nos sociétés se désagrègent parce que ce système-là est en crise. Si ce système n'avait pas cette capacité de déterminer l'évolution de nos sociétés, on devrait pouvoir ne pas subir les conséquences aussi néfastes que nous subissons du fait que ce système est en crise. Et donc, je pense qu'il faut qu'on se pose des questions de savoir, allons-nous, oui ou non, permettre à ce que la Banque mondiale, qui est présentée par beaucoup comme étant un organisme qui soutient des projets de développement, est un organisme plutôt qui promeut le sous-développement. Je donne un exemple très simple. Dans les années 84, il y a une conférence qui avait été donnée par un fonctionnaire du Fonds monétaire international ici à Bruxelles sur ce qu'il appelait le flowback, c'est-à-dire ce que les industriels qui participaient aux projets financés par la Banque mondiale, les industriels des pays développés, tiraient comme bénéfice. À l'époque, $1 qu'ils plaçaient dans les projets économiques industriels soutenus par la Banque mondiale, ils en retiraient 7. Ils en retiraient 7. Et donc, où on accepte que le drainage de ressources qui a lieu, qui a commencé depuis des siècles et des siècles, continue, ou bien on se dit il faut que ça s'arrête un jour. Et si on veut que ça s'arrête un jour, qu'allons-nous faire? Comment faire pour que nous puissions mettre un arrêt définitif à ça? Et donc effectivement, ces problèmes ne peuvent être résolus qu'en discutant des différentes façons dont nos sociétés, dont nos couches de la population peuvent s'arranger pour réorganiser de fond en comble les formations socio-économiques du pays. En dehors de ça, ça me semble être difficile, voire impossible. Voilà, je crois que tout le monde a essayé un peu de comprendre quelque chose. Et on ne peut que dire merci à M. Nassikou. Donc nous allons remercier M. Nassikou, nous allons essayer un peu de l'applaudir parce que je ne suis pas d'accord, mais moi vraiment, franchement, moi je suis convaincu sur beaucoup de choses. On va essayer de voir dans le prochain jour qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment exploiter tout ce dont nous avons développé ensemble. Donc nous passerons maintenant à M. Claude. Je vais demander à M. Nassikou de prendre la place. Je vous informe que M. Claude et M. Nassikou m'ont donné cours. Donc ils sont mes professeurs d'abord. C'est comme ça que on a vraiment compris qu'on ne doit pas les lâcher. Ce sont des Africains, ce sont des cadres ici en Europe, professeurs d'université, donc c'est vraiment nos frères que nous devons prendre tout le temps que nous avons des petits problèmes, on veut faire des petites réflexions. Donc voilà, Monsieur
Claude Zola va essayer de dessiner, si vous voulez bien, la politique préalable à incarner par l'acteur des développements. Parce que le thème principal, comme nous disons, c'est l'homme ou la femme qui peut développer l'Afrique. Son profil doit être comment? Maintenant, pour que cet homme-là, si j'ai le profil, mais qu'est-ce que je dois suivre? C'est comme une ligne de conduite, en fait. Et j'ai donc invité M. Zola de pouvoir commencer et on va faire la suite tous ensemble.